Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire le débrief de cette troisième étape du Tour d'Italie autour du lac Balaton. Aujourd'hui, on est arrivé à Balaton de Fured, étape qui a été extrêmement calme. On fera bien entendu les top flops, le bilan des Bleus. Et puis on parlera des sondages. Je vous avais posé deux questions hier et ce matin. Et puis on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en Hongrie. Alors, le début de cette troisième étape, on commence maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà extrêmement bien, on est quasiment 1270 sur la chaîne, et bien vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment la Formule 1 demain, normalement, et puis je la regarderai demain matin, je pense, la Formule 1, ou demain après-midi. Donc je vous ferai le débrief dans la foulée, donc ça sera demain soir aux alentours de 21h. Et puis la présentation de l'étape 4 qui sera mardi matin, et le débrief de cette étape 4 qui sera mardi dans la soirée. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tel ou tel coureur aujourd'hui dans cette étape qui a quand même été assez calme. Heureusement qu'il y a eu un sprint un petit peu intéressant quand même. Donc étape encore très tranquille aujourd'hui, il n'y a pas eu une grande animation de course. Heureusement qu'il y a eu encore Drone Hooper pour mettre deux mecs dans l'échappée. Assez surpris quand même par la Bardiani qui a raté l'échappée. Encore une fois, ça fait 2 jours qu'il rate l'échappée. Bon. Il va falloir réapprendre un petit peu à comment ça se passe le cyclisme. Là, c'était pas compliqué de savoir que l'échappée allait partir dès la première attaque. Donc il aurait fallu être bien placé dès le matin. Ou soit après c'est une stratégie de la Bardiani, mais vu comment ils ont roulé à un moment en tête du peloton, j'avais l'impression que c'était plutôt on roule en tête du peloton par punition et que voilà, on avait un peu raté le coche. Du côté de la Hongrie, 3 jours en Hongrie qui se terminent ce soir. Heureusement qu'on a eu le chrono pour animer un petit peu la course, parce que c'est vrai que les 2 étapes en ligne n'ont pas été hyper passionnantes. Je ne pense pas qu'on retiendra énormément ce grand départ en Hongrie, comme on a déjà oublié le grand départ du côté d'Israël qui n'avait pas été beaucoup plus intéressant. On passe au sondage. Du côté des sondages, hier, je vous ai posé 2 questions. La première, qui était une question sur Mathieu Van Der Poel. La question, c'était pour vous, combien de temps Van Der Poel peut gagner le maillot rose? Il y a eu 126 votes. Il est quasiment 18h en ce 8 mai. Jusqu'à l'Etna, 81%. Jusqu'à Potenza, 11%. Jusqu'au Blockhaus, 8%. Donc vous pensez que ça sera fini mardi soir, le maillot rose de Mathieu Van Der Poel. On verra ça. Et puis, deuxième question, c'était parmi mes pronostics pour les top 3. Vous choisissez Caleb Ewan, Mark Cavendish, Guermeil, Arnaud Démare, Phil Boaos. J'ai pas pu vous mettre un autre coureur parce qu'on ne peut mettre que 5 choix dans les sondages sur YouTube. 32% pour Caleb Ewan, 28% pour Cavendish, 13% pour Guermeil, 25% pour Arnaud Démare, 2% pour Phil Boaos. Au final, 32% se sont plantés avec Caleb Ewan qui, moi aussi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long aujourd'hui. Il fera partie des bonnes et d'ânes. Petit teasing. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec Arnaud Démare. 2e place, ce qui est tout à fait rassurant, ça confirme que les jambes sont là. Du côté d'Arnaud Démare, j'y ai presque cru aujourd'hui. Quand je l'ai vu prendre la route Cavendish, et je voyais que Cavendish était très bien emmené aux 650 mètres, je me suis dit, il peut le faire. Et puis après, je vois, Cavendish lance un peu tôt. Je me dis, il va peut-être réussir à le dépasser. Et puis non, Cavendish était surpuissant par rapport à Arnaud Démare, mais il n'y a pas grand-chose à se reprocher pour Arnaud Démare ce soir. Il prend la bonne roue. Peut-être ce qui lui coûte, peut-être dans le final, c'est l'effort qu'il fait à 900 mètres après le rond-point. Il n'était pas hyper bien placé à ce moment-là. Au moment du rond-point qui était à peu près au niveau de la flamme rouge. Et là, il fait un petit effort pour se replacer aux 750 mètres, 800 mètres pour reprendre la roue de Guarnieri. C'est peut-être là, entre 1 km 2 et 900 mètres où il se fait un peu manger. C'est peut-être là l'erreur aujourd'hui pour Arnaud Démare, ce qui lui coûte peut-être la victoire aujourd'hui, Arnaud. Moi, ce que j'ai bien aimé, l'attitude du train de la Groupama qui a bien bossé dans les 5 derniers kilomètres, sauf peut-être à ce petit moment-là. Et je suis même pas sûr que ce soit le train qui ait fait une erreur. J'ai plus l'impression que c'est Arnaud Démare qui s'est fait un peu déborder par 1 ou 2 autres coureurs à ce moment-là. Mais sinon, Arnaud Démare, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire face à Mark Cavendish. Mark Cavendish était plus puissant que lui.
Pourtant, la Groupama a fait du bon boulot. C'est peut-être l'équipe qui a le mieux travaillé avec la Quick Step aujourd'hui, mais il a manqué ce petit truc pour aller chercher Cavendish. Mais est-ce que Cavendish était prenable aujourd'hui? Peut-être pas. Mais du côté d'Arnaud Démare, ce qui me rassure pour les prochaines étapes, c'est déjà qu'il a beaucoup plus confiance en son train dans le final. Et puis les jambes sont bonnes. Voilà, les jambes sont bonnes. Mais on a vu quand même un peu la confirmation. À partir du moment où il a vu un problème de cale, vu ce qu'il avait fait vendredi, c'était déjà plutôt pas mal pour Arnaud Démare. Mais la question que moi je me posais, c'était est-ce qu'il aurait confiance dans son train? Est-ce qu'il aura la capacité de frotter? Je trouve qu'il a plutôt bien frotté dans les 500 derniers mètres. Voilà, il s'est fait un peu avoir. C'est juste avant ce petit rond-point. Petit rond-point qui était... Alors, je vous en avais pas parlé lors de ma présentation, mais tout simplement sur la carte du Giro, je l'ai pas vu au kilomètre. Pour moi, il y avait une grande ligne droite, donc soit la carte du final était un peu trop de loin, mais normalement, c'est le genre de truc que tu arrives à voir un petit peu sur les cartes de l'arrivée du Giro. Là, moi, j'ai pas vu le rond-point. Je m'en excuse, parce que voilà, j'ai fait une petite erreur à ce moment-là. Deuxième coureur pour moi au top, c'est Consoni, du côté de Cofidis. Bah voilà, il a fait quand même le job. Simone Consoni, c'est 10e. Pour Consoni, pour moi, c'est plutôt une belle performance. Alors c'est vrai que moi, je m'attendais presque plus à Cimolai que Consoni. Donc il semblerait que le leader du côté des sprints de la Cofidis, ça soit Consoni et pas Cimolai. Je sais même pas où il a fini Cimolai. Parce qu'il est très très loin. Alors, est-ce que Cimolai s'est raté? Parce que c'est vrai que Cimolai n'est pas dans le top 70, pour tout vous dire. Mais sinon, du coureur italien, donc de la Cofidis, c'était pas parfait. Mais c'est compliqué d'être parfait quand on n'est que 3 pour un sprint. Donc il s'est débrouillé plutôt seul contre Sonny. Il a joué un petit peu des coudes. Ça a failli passer pas loin de la chute à un moment. Hein. On sent qu'il est un peu désarçonné, Simone Consoni. Mais au final, c'est une 7e place qui est tout à fait intéressante pour le coureur Cofidis. Qui va le mettre dans le bain, je pense, pour la suite de la course. Et puis du côté de Consoni, il y a peut-être des arrivées qui vont un peu plus lui convenir. On sait que c'est un sprinter qui passe aussi un petit peu les bosses contre Sony, donc il va peut-être falloir attendre un petit peu avant d'être au top pour le coureur italien, mais ça fait des points au classement du meilleur sprinter. Voilà, c'est pas mal pour lui. Donc étape tout à fait intéressante pour le coureur italien. J'en perds un petit peu ma voix, je m'en excuse. Du côté des flops, j'ai mis Laurens Nessen, mais c'est en fait toujours cette stratégie de AG2R de mettre Laurens Nessen comme sprinter. Ils nous l'ont déjà fait pendant la Vuelta, ils nous le refont là. Nessen, c'est pas un sprinter. Comme son frère en passant, Oliver. Ce sont des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse, mais ce sont pas des sprinters. Donc là, face à des Ivar, Cavendish, Gaviria, Guilherme, c'est déjà un tour en dessous. Mais en plus, ce sont des coureurs qui, j'ai l'impression, ne sont pas des spécialistes pour frotter. Et donc là, forcément, quand tu n'es pas un spécialiste pour frotter, sur une arrivée comme ça, 1 km en totale ligne droite, et je peux te dire que même les 5 derniers kilomètres, à part le petit rond-point, et encore qui n'était vraiment pas technique ce rond-point, c'est pas faisable, quoi. Hein. Tu sais que ça va remonter d'un côté et de l'autre. Là, c'était une journée où on s'aperçoit que même un Bauhaus qui s'est un peu sprinté et un peu frotté est 10e. Et parce qu'il est tout seul, hein, Bauhaus, c'est vrai que ça, c'est aussi un problème du côté de la Bahreïn. C'est pour ça que je l'ai pas mis en flop en passant Bauhaus. Mais Nessen, de toute manière, même sur la Vuelta, ça avait pas été bon, hein, Laurens Nessen. Pour moi, c'est pas un sprinter, c'est un flahut, mais c'est pas un sprinter. Donc à partir du moment où tu le mets sprinter, c'est compliqué, quoi. Mais regarde sur le Tour de la Sarthe, 32, 46, 78. C'est au niveau des 3 étapes. Donc ça veut dire qu'il a participé à aucun sprint. Paris-Cheny, l'année dernière, il fait 8e. Sans faire au jure, Paris-Cheny, c'est quand même pas la plus grande course en termes de start list. C'est pas un sprinter. C'était pas la Vuelta, pardon, c'était le Tour d'Italie. Je dis une bêtise, c'était le Tour d'Italie. Déjà, vous l'avez mis sprinter l'année dernière. C'était pas ça, quoi. Donc c'est un coureur qui est pas bon dans ce genre dans ce type de situation. C'est pas un pur sprinter.
Encore une fois, c'était Oliver Nesson peut-être l'année dernière sur la Vuelta. Non plus. Je sais plus qu'ils avaient mis sur la Vuelta à G2R l'année dernière, mais ça n'avait pas été une réussite. Au niveau des sprints, mais là, Nesson, c'est pas un sprinter, donc à partir de... Enfin, je comprends pas cette stratégie qu'ils ont avec Laurens Nesson, mais qu'ils ont avec d'autres coureurs, à vouloir les mettre sprinter numéro 1 alors qu'ils sont pas sprinters. Autant mettre quelqu'un dans l'échappée aujourd'hui, ou plutôt se reposer, faire du jus pour les jours à venir, ou oui, un Nicolas Prodhomme, pourquoi pas, dans l'Etna, ou je sais pas qui, dans l'Etna, ou dans les étapes d'après, ça peut être intéressant. Mais là, pour moi, il n'y avait aucun intérêt à rouler et à travailler un petit peu pour Laurens Nesson, ou à faire travailler Laurens Nesson aujourd'hui. On passe au coureur au top. Attaque de Marlou! Je commence avec Mark Cavendish aujourd'hui, imbattable. Il y a une mouche qui doit faire du bruit dans le micro. Le retour des mouches. Imbattable. C'est le type d'étape en plus qu'il adore, Cavendish. Des arrivées pas hyper techniques. Et surtout, une non-course. On a roulé à 40 de moyenne aujourd'hui. On est arrivé au moins avec un quart d'heure, 20 minutes de retard par rapport à l'horaire prévu. Donc ça, c'est ce qu'adore Cavendish. Cavendish, il a toujours été bon quand ça roulait lentement, quand il y avait presque des non-courses. Et puis ensuite, derrière, c'était pas hyper technique. Et depuis le début de saison, j'avais dit, Cavendish, il a du mal quand les arrivées sont hyper tortueuses. Par contre, sur les arrivées qui sont pas tortueuses, il s'impose à Milan-Turin, par exemple, sur une arrivée qui est pas du tout technique. Enfin, et il s'impose de manière impressionnante déjà à Milan-Turin. Les jambes étaient là, et puis il a récupéré Morkov. Je crois qu'à Milan-Turin, il y avait Morkov aussi, je crois me rappeler de tête. Il n'avait pas été très bon au circuit autour de la Sarthe, mais en même temps, c'était quasiment que des arrivées techniques autour de la Sarthe, tous les jours. Et il n'avait pas été aidé non plus par les équipiers autour de lui. Mais sur l'UAE Tour, sur la deuxième étape, il a été très fort. Sur le Tour de Man, lors de sa victoire, il est très fort aussi. Sur Tirreno, à chaque fois des arrivées tortueuses, donc voilà. Sur les arrivées tortueuses, il n'a pas été bon. Par contre, sur les arrivées, on va dire plutôt tranquille, il s'en sort très très bien. Et c'est sa 160e victoire dans sa carrière, ce qui est quand même assez exceptionnel du côté de Mark Cavendish à 36 ans. C'est sa 16e victoire d'étape sur le Giro. Il n'avait pas gagné depuis 2013 sur le Giro, donc quasiment 10 ans. Et puis je rappelle, c'est un coureur qui a 3 victoires d'étape sur la Vuelta, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de Vuelta, mais il a quand même 3 victoires d'étape. Il a fait que 2 Vuelta dans sa carrière, il a fait 6 Giro et 13 Tours de France, qui a plus souvent participé au Tour de France, mais il a été impressionnant. Aujourd'hui, la Quick Step a vraiment très bien bossé, c'est-à-dire ils sortent parce qu'ils sont en confiance aussi. Il faut le dire, sur les sprints, ils étaient en confiance. On commence à les voir un peu à 4 km et demi. Ils sortent vraiment à partir d'un km 6, 1 km 5 de l'arrivée, où ils se mettent vraiment aux avant-postes. Et après, Cavendish, quand il est dans cette position-là avec Morkov, Landberg qui fait également du bon boulot. Impossible à battre, mais vraiment. Et là, c'est sa 4e victoire de la saison quand même, Cavendish. À 36 ans, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est parce qu'il y a Jacobsen qui n'est pas sur le Tour de France. Mais si tu n'avais pas Jacobsen, qui depuis le début de saison, pour moi, est le meilleur sprinter, il aurait fait le Tour de France, Cavendish. Donc, mais sur le Giro, ça reste quand même impressionnant. 16 victoires d'étape sur le Giro. 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2022. Désormais, voilà, toujours aussi impressionnant, le coureur britannique de l'île de Man. Gaviria, deuxième coureur au top, très bon Gaviria, mais en même temps Gaviria, j'avais hésité à le mettre en grosse cote. Je l'ai dit dans les commentaires, mais j'avais hésité à le mettre en grosse cote. Pourquoi ? Parce que Gaviria, sur ce type d'arrivée, il est toujours bon. Je ne l'ai pas mis en grosse cote. Pourquoi j'ai mis Bauhaus ? C'est pas lui, c'est que Bauhaus avait fait 4e sur la classique de Francfort, en ayant un petit peu un train, mais pas non plus un train très impressionnant. Et Gaviria, moi je l'avais vu notamment autour des Alpes, mais sur les courses précédentes, je ne l'avais pas trouvé très en forme. Gaviria, c'était pas juste une question de il y a des résultats, il n'y a pas des résultats. J'avais trouvé qu'il n'était pas extrêmement en forme.
Et comme il a quand même pas mal pris chopé avec la Covid, pas mal de maladies ces derniers temps, je t'ai dit, il arrive peut-être un petit peu just pour le début de ce Giro. Mais une arrivée comme ça, c'est une arrivée pour Gaviria. Les arrivées comme ça avec des longs passages en ligne droite où ça peut remonter à gauche, à droite, au centre. Il adore. Et puis en plus, lui aussi, Cavendish, Morkov, c'est son poisson pilote favori. De l'autre côté, Richetze. Il adore avoir Richetze Gaviria. C'est ce qui lui manquait l'année dernière sur le Giro. On lui avait mis Molano dans les pattes. Molano qui n'est pas un poisson pilote. Et là, Gaviria, il retrouve Richetze et forcément, troisième quoi. Hein. Et troisième, il fait pas un mauvais sprint en plus. Hein. C'est un beau sprint de la part de Gaviria, donc c'est intéressant également pour la suite de cette semaine. Quatrième top, j'ai mis Guermeil. Il n'a pas de chance, Guermeil. Alors déjà, bon, j'ai trouvé qu'Intermarché, ça y est, dans le final, il manquait peut-être un petit peu de main-d'œuvre parce qu'ils sont devant un peu tôt, Intermarché, et surtout, il se retrouve à avoir qu'un seul coureur devant lui à 3 km de l'arrivée. Et ce coureur-là, il est obligé de lâcher, il devait être 2 km 2 km 1 de l'arrivée, où il est obligé de s'écarter parce que voilà, il avait fait déjà 1,5 km, 2 km devant. Et là, je me suis dit à ce moment-là, soit il se met dans la roue de Van Der Poel. Donc il a tenté de faire ça, de se mettre dans le train d'Alpecin qui était à côté de lui. J'ai l'impression que ça a été plutôt une bonne stratégie de la part de Guermeil. Le problème, c'est que dans le sprint final, il est complètement enfermé. Donc il ne peut pas faire mieux que quatrième, hein, très clairement. Il a devant Demar, à côté de lui Gaviria. Et lui, il a la balustrade sur la gauche, donc il ne peut rien faire, Guermeil. Mais malgré tout, pourquoi je le mets au top? Parce que déjà, c'est une belle quatrième place qui est déjà intéressante. Ça fait encore des points pour Intermarché au classement UCI. Mais surtout, au niveau du classement du maillot vert, plus que 7 points de retard sur Van Der Poel. Du maillot vert, pardon, du maillot cyclamen. Plus que 7 points de retard sur Van Der Poel. Il a 2 points d'avance sur Cavendish, 11 d'avance sur Arnaud Démare. Donc du côté de Guermeil, voilà, hein, c'est peut-être le prétendant numéro 1 pour le maillot cyclamen. Et vu comment il passe ses bosses, et vu comment il sprinte sur le plat, il risque d'être dangereux pour ce maillot cyclamen. Et c'est peut-être une erreur de la part d'Alpecin de ne pas avoir fait sprinter Mathieu Van Der Poel, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, voire même tout de suite, parce qu'on passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Alpecin. Je n'ai pas compris la stratégie d'Alpecin. Stratégie un petit peu bizarre quand même de la part d'Alpecin de faire sprinter Maresco et pas Van Der Poel. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais Van Der Poel c'est pas un pur sprinter. On est bien d'accord, Van Der Poel c'est pas un pur sprinter. Mais bon, sur le plat, si c'est pour faire cinquième, Van Der Poel il est capable de faire cinquième sur un sprint massif. Et puis encore une fois, on me dit bon, c'est pas un pur sprinter Van Der Poel. Moi je l'ai vu sprinter notamment en tout début de carrière, c'était aux boucles de la Mayenne ou sur d'autres courses que j'avais vues, qui étaient d'un niveau un peu moins élevé, où il n'y avait pas forcément une grosse start list. Il foutait des branlées sur les sprints. Donc il a toujours eu une très bonne pointe de vitesse, Van Der Poel. Si c'est pour faire cinquième, autant le faire avec Van Der Poel. Je ne comprends pas pourquoi on a tout mis sur Maresco. Parce que Maresco, ça fait depuis longtemps qu'on sait quand même les limites de Maresco. Il a fait une très bonne saison. Maresco dans sa carrière, il avait fait un bon Giro une année avec Vini Fantini qui à l'époque s'appelait Villiers Triestina. Voilà. Ces 2 années chez CCC, il avait été nulle part. Chez Vini Zabou, c'était pas top non plus. J'avais même été assez surpris qu'il le recrute Alpecin, parce que pour moi, Jakub Maresco, je le voyais plus aller chez Gazprom ou chez Wallonie-Bruxelles que chez Alpecin Phoenix. Et on sait très bien qu'il est limité sur les grosses courses, Maresco. Et puis surtout, Maresco, ça fait depuis quelques temps quand même qu'il est plus très impressionnant. Maresco, et encore une fois, quand tu as Van Der Poel, Maresco, pour moi, Maresco, il aurait dû bosser pour Van Der Poel. Surtout qu'encore une fois, avec cette connerie-là, ils perdent quasiment toute leur avance au niveau du maillot cyclamen. Aujourd'hui, Van Der Poel, il fait 0, quand Guermeil fait, au niveau du maillot vert, il a dû en prendre 20, 30 points, je ne sais plus, au niveau du maillot vert.
Donc c'est pas la bonne idée, quoi. Vraiment, c'est pas la bonne stratégie de la part de Alpecin. Donc j'ai pas du tout compris. Alors est-ce on pense que Van Der Poel ira pas au bout du Giro? Est-ce que c'était pour tenter de mettre en confiance Maresco? Enfin, je sais pas, mais j'ai du mal à comprendre cette stratégie du côté d'Alpecin Phoenix, très clairement. Boaos, si, je l'ai quand même mis en flop. Je pensais que j'avais enlevé des flops. Non, je l'ai quand même mis dans les flops. Boaos, 10e. En fait, c'est plus un flop du côté de la Bahrain Victorious que du côté de Boaos. T'emmènes Boaos sur le Giro. D'accord, tu l'emmènes pas seul. Enfin, c'est comme de l'autre côté, Groupama qui emmène Attila Walter seul. Ok, mais dans ce cas-là, tu peux pas jouer le général. Boaos, tu peux pas gagner des sprints en étant seul. Alors, soit t'emmènes Boaos dans l'idée pour protéger Landa et Bilbao sur les étapes de plat, ça peut être une idée. Mais si tu viens pour objectif d'avoir Boaos comme leader sur les sprints, bah tu l'embarques pas seul. Excuse-moi, mais là, le seul qui est roulé, c'était Damen Novak. Et Damen Novak, c'est pas un poisson pilote. Hein. Donc, c'est impossible de faire un bon résultat dans ce genre de situation. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi la Bahrain Victorious lui a pas mis un ou deux coureurs. Surtout que Boaos, c'est quand même un coureur qui a besoin d'un train. Il a besoin d'être bien emmené, Boaos. Si tu viens avec Boaos, tu viens avec un train complet, ou un demi-train au moins, 2-3 coureurs. Tu ne l'envoies pas seul. Là, il est tout seul dans l'équipe. Il y avait Tratnik, mais Tratnik a abandonné, et Damen Novak. Excuse-moi, mais que ça soit Tratnik ou Damen Novak, c'est pas des poissons pilotes de toute manière. Donc, je comprends pas cette idée pour Boaos. Alors aujourd'hui, oui, il aurait pu se débrouiller avec les trains des autres, mais c'est quand même compliqué aussi avec le train des autres. Bon. Tu consommes beaucoup d'énergie en ton sprint. Donc, je comprends pas cette idée. Nizzolo, 11e. Alors déjà, Nizzolo fait pas un très grand sprint. J'ai pas vu une grande puissance se dégager du sprint de Nizzolo. Mais Israël nous a fait la même que d'habitude. C'est-à-dire, à 5 bornes, 6-5 bornes de l'arrivée, Israël, ils sont côté droit de la route. Là, ils sont devant le peloton. Ils roulent comme des dératés. Et puis oui, mais le problème, c'est qu'ils sont que deux devant Nizzolo à ce moment-là. Ils sont devant trop tôt. Ils sont tout le temps devant trop tôt. C'est-à-dire que Israël, les sprints, ils devraient les faire à 5 bornes de l'arrivée. À 5 bornes de l'arrivée, Israël, ils gagneraient tous leurs sprints. Le problème, c'est qu'il y a encore 5 km à faire derrière. Et 5 km qui ont été compliqués pour Nizzolo et se retrouvent à avoir plus d'équipiers dans le final. Et puis, vu que Zabel a joué le classement de la montagne, c'est bien de jouer le classement de la montagne, mais déjà on sait que Zabel n'ira pas le chercher au bout. Et puis, ce qui fait que Nizzolo, il se retrouve sans poisson pilote aussi. Hein. C'est Zabel son poisson pilote. Quant au poisson Morkov, il fait pas le classement de la montagne. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même. Et la 11e, c'est pas de point SCI, hein. Mais ils ont ce problème-là depuis très longtemps, Israël, hein, de pas savoir emmener un sprint. Parce que déjà l'année dernière, avec Chimolai, souvent ils étaient devant déjà un peu trop tôt. Bon, ils arrivaient quand même à s'en sortir avec Chimolai. Mais ça a toujours été leur problème, Israël. Mais là, tu te dis quand même qu'au bout de 5 ans, 6 ans, ils auraient pu travailler là-dessus. Non, toujours pas. Depuis le début de saison, tu regardes tous les sprints d'Israël, à chaque fois, ils sont devant à 5 bornes et ils n'ont plus personne dans le final. Donc voilà, soit c'est les compteurs kilométriques qui sont mal programmés, à un moment, il va falloir trouver une solution quand même, autour de Nizzolo. On rappelle que Nizzolo avait dit en début de saison, c'est le meilleur train que j'ai jamais eu. Pour l'instant, ça se voit pas des masses. Et puis je termine avec Caleb Ewan, seulement 8e. Alors est-ce que c'est des douleurs liées à sa chute? Moi j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que du côté de la Lotto, on s'est un peu foiré pour emmener le sprint. Je regardais, ils se sont fait enfermer en fait à 7-8 km de l'arrivée. Ils sont très loin dans le peloton, alors qu'ils étaient devant plutôt bien emmenés. Et ensuite, ils tentent de remonter à 4 km et demi, 4 km de l'arrivée, plein centre. Mais je crois que ça s'est pas très bien passé, ou ça n'a pas marché totalement, ou soit ils ont consommé trop d'énergie à ce moment-là. Et Caleb Ewan, il démarre déjà son sprint très loin, trop loin, et il avait plus grand monde pour l'aider dans le final. Donc j'ai l'impression que c'est pas un problème physique plus que ça pour Caleb Ewan, c'est surtout un problème que chez Lotto, ils se sont assez mal débrouillés dans le final de cette étape.
Ce qui est un peu dommage parce que Caleb Ewan, c'est quand même un très bon coureur. 2 étapes deux étapes qui se passent pas extrêmement bien pour lui. Ça va peut-être commencer à cogiter du côté du coureur australien qui veut pas forcément finir le Giro. Donc c'est-à-dire s'il veut s'arrêter à l'étape 13, il va falloir réussir à en claquer une à un moment parce que sinon son objectif d'aller chercher une victoire d'étape sur les 3 grands tours, ce qu'il avait déjà voulu faire l'année dernière mais ce qu'il n'avait pas réussi à cause de sa chute à Pontivy, ça va être un petit peu compliqué. Mais là aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'était une panne de jambes, j'ai plutôt l'impression que du côté de chez Lotto, on s'est un peu foiré pour l'emmener. Demain, journée de repos, journée de transfert surtout, qui va être longue pour les coureurs. Hein. Ils vont prendre l'avion très tôt, ça va être une longue journée. C'est pas une journée agréable, je pense, demain pour les coureurs. Ils vont arriver pas hyper tôt. Ça va être une journée fatigante. En plus, ils vont certainement pas pouvoir rouler de la journée, donc c'est pas toujours top au niveau des toxines. Et puis, du côté de nous, de la chaîne, donc demain, pas de vidéo cyclisme, il y aura la Formule 1 si vous la regardez. Et puis donc mardi, on réattaque avec la présentation de l'étape de l'Etna et le débrief de cette même étape de mardi 21h. Donc demain repos, mais il y aura quand même de la Formule 1 et mardi 21h. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.